Bonjour chers internautes lectrices et internautes lecteurs. Il est temps de vous faire le bilan de mes lectures du mois d'octobre. Alors les lectures du mois d'octobre, elles seront un tout petit peu moins... Attendez, il faut que je fasse attention à ne pas taper mon collier sur le micro, sinon ça va vous faire des drôles de bruit. Voilà, mes lectures du mois d'octobre, elles sont un petit peu moins nombreuses que les autres mois parce que j'ai eu une espèce de panne de lecture en ce moment. Là, j'arrive... Mon rythme de lecture s'est considérablement... Enfin, il a considérablement diminué, je ne sais pas pourquoi, cette envie de lire diminue un petit peu, mais c'est pas l'envie de lire les livres, le fait de vouloir découvrir des livres, c'est vraiment le fait de me poser et de me mettre dans un livre, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Ça, plus différentes manifestations qui ont eu lieu au mois d'octobre, j'ai eu les Imaginales, j'ai passé un moment formidable, 2 jours aux Imaginales, et effectivement, vous avez peut-être vu aussi, si vous me suivez sur Facebook ou sur Instagram, les différentes photos de ces jours-là, donc j'ai passé un moment super, donc là effectivement quand je suis là-bas je ne peux pas lire, et puis aussi la reprise des festivals de jeux de société, puisque jeux de société c'est ma deuxième passion, et du coup avec le Covid on avait mis ça un petit peu entre parenthèses, parce que on voit moins les amis, etc. Et puis là ça a relancé le truc du coup, et wow, j'ai juste envie de jouer, voilà, même vite fait avec mon mari on joue à un jeu, machin, enfin voilà, ça s'était calmé, puis là ça revient, donc du coup le temps que je passe là, c'est du temps que je ne passe pas à lire. Donc voilà, alors au mois de novembre, c'est encore pire. Si j'arrive à faire un livre par semaine, ce sera déjà le bout du monde. Donc voilà, c'est comme ça. Faut le prendre comme ça. Ceci dit, la vidéo là, elle est prête. Donc vous allez pouvoir découvrir ce que j'ai lu au mois d'octobre. Et juste avant de commencer ça, ce montage, comme d'habitude, vous allez avoir un montage des différentes vidéos que j'ai faites. Je voulais juste passer un petit coucou à Sissi qui me met des commentaires assez régulièrement, donc ça me fait vraiment très plaisir. Sissi, si tu me regardes. Et puis Caroline, qui m'a proposé de faire un tag sur mon rapport à la lecture. Alors ça sera peut-être la prochaine vidéo, effectivement, ce tag, mon rapport à la lecture. Ben oui, pourquoi pas, après tout, mais bon, c'est comme tout, il faut que je trouve du temps pour le faire. Je vais essayer de trouver du temps ce week-end. Je suis bien partie. On va essayer, donc écoute, Caroline, un petit coucou aussi. Et puis voilà. Pour les autres, n'hésitez pas, après cette vidéo, à me mettre un like, un commentaire, à partager sur vos réseaux. Et puis, qu'est-ce que je peux dire de plus? Comme d'habitude, je vous mets les titres des romans, des BD aussi, parce que j'ai des BD graphiques à vous présenter, donc en dessous de cette vidéo, donc vous pourrez aller directement voir ce qui vous intéresse sans avoir forcément à regarder jusqu'au bout. Voilà, c'est tout. Je vous retrouve à la fin de cette vidéo et puis bon visionnage et à tout à l'heure. Je vais vous parler d'une série bande dessinée cette fois-ci. Alors j'ai découvert cette série grâce à l'adaptation qu'en a fait la chaîne Netflix. Donc c'est Umbrella Academy. Voilà, Umbrella Academy sur Netflix. J'ai appris que, en fait, cette série sur Netflix, elle n'était pas née comme ça par hasard. Elle venait d'une bande dessinée de comics. Et j'ai réussi à la trouver grâce à la médiathèque avec laquelle on est en lien par la bibliothèque. Donc c'est Umbrella Academy. Voilà. Donc c'est alors créé par Gérard Way, Gabriel Bá, Dave Stewart et c'est édité chez Delcourt. Donc là, nous avons le premier tome qui s'appelle La suite apocalyptique. Nous avons le tome 2 qui s'appelle Dallas. Et enfin, le tome 3 qui s'appelle Hôtel Oblivion. Voilà, alors je vais vous prendre le tome 1 peu pour vous montrer. Alors, dans la série, elle fait assez comics, c'est vrai, elle est assez particulière. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais si vous l'avez vue, ou si vous la découvrez un jour, vous verrez, c'est assez particulier. Alors, c'est une histoire de super-héros, en fait, voilà, et qui vivent un quotidien. Ils sont beaucoup soumis à leurs propres émotions, etc. Ils essayent de vivre un quotidien un peu normal comme tout le monde, mais ça reste quand même des super-héros. Et en fait, ils ont, si vous voulez, ils sont comme ça depuis l'an... En fait, ce qui s'est passé, c'est
Je vous raconte pas leur naissance, si vous n'avez pas vu la série, je vais vous laisser découvrir ça, en tout cas Inès à un moment donné. Et ils vont se faire adopter par un vieil homme un peu excentrique, qui vit dans une grosse maison, une espèce de manoir, et qui est très riche, bien évidemment, et ils vont en adopter 7. Et ces 7 enfants, en fait, sont exceptionnels. Et grâce à ces 7 enfants, il va fonder l'Umbrella Academy, donc une académie des parapluies, on pourrait traduire, hein, ou des ombrelles. Et en fait, ces super-héros, là, ils vont être là pour sauver un petit peu le monde de tous les méchants qui pourraient être là. Voilà, ils vont grandir comme ça. Et nous, on va les découvrir. On les découvre, en fait, à l'âge adulte. Aussi bien dans la BD que dans la... Même si on fait des flashbacks arrière sur leur vie, on les découvre quand même adultes. Donc on va les découvrir adultes dans la série Netflix. Et on les découvre adultes dans la BD, là, ici. Alors, il y a beaucoup moins de méchants, hein, mais il va se passer quand même un événement assez particulier, une espèce de fin du monde qui va arriver. Alors je vous raconte pas trop les détails parce que sinon je vais tout vous spoiler et ce sera vraiment dommage. Mais il va falloir agir contre cette fin du monde. Alors ils vont tous devoir se retrouver pour ça. Alors l'histoire démarre quand même avec la mort du patriarche qui va décéder. Alors je sais plus, elle n'est pas très explicite je crois dans la BD, elle est beaucoup plus dans la série adaptée, parce que l'adaptation a pris quand même certaines libertés par rapport à la série BD. Il y a des choses qui sont différentes, notamment dans ce tome 1, par exemple, sur cette fin du monde, il y a un fil rouge qui est complètement différent par rapport à celui de la série télévisée sur Netflix. Et donc, on va quand même y retrouver l'intrigue, même si c'est pas amené de la même manière. Dans cette série, on va avoir un personnage qui va voyager dans le temps. Donc, du coup, on va avoir des temporalités différentes au fur et à mesure de l'histoire, parce que ça fait partie de ce qu'ils vivent. Et donc, on va découvrir aussi petit à petit les personnages qui constituent ces 7 héros. Alors, il y a un truc quand même dans cette bande dessinée, c'est qu'à certains moments, je trouve que les personnages, au niveau du graphisme, il y en a certains, on peut pas les confondre. Quand vous avez un gros mastoc, ils ressemblent pas aux autres, ça c'est clair. Il y en a une, c'est une nana, elle ressemble pas aux autres. Enfin voilà, il y a même 2 nanas dans l'histoire, mais voilà. Mais il y a quand même 1 ou 2 personnages, j'ai tendance à les confondre. Et donc ça m'a gêné un peu pour la lecture de cette bande dessinée. En plus, je crois qu'il y en a 1 ou 2 quand même qui sont assez différents par rapport à ce que Netflix a voulu développer au niveau de la personnalité du personnage. Donc du coup, j'étais un petit peu perturbée sur cette reconnaissance de personnages au fur et à mesure de l'histoire. Et l'histoire en elle-même, elle est un petit peu... il y a certains passages qui passent très très vite, et je trouve dommage, parce qu'en fait, je perds un petit peu dans le fil de l'histoire, je trouve. Il y a des choses qui passent trop vite, des choses qui, par contre, sont un peu longuées. Oui, ok, on a compris ça. Allez, on aimerait aller à la suite et avancer un petit peu dans l'histoire. Donc bon, je trouve que c'est pas toujours égal. Le truc que j'ai apprécié par contre dans la bande dessinée, c'est l'espèce de postface. Voilà, où là il y a plein de choses qui sont expliquées sur la création de la BD en fait. Comment est venue l'idée, comment est venue, comment les auteurs se sont rencontrés, des choses comme ça. Comment ils ont créé leurs personnages, enfin voilà, tout ce qui a pu se passer avant d'aboutir à la finalité, donc à cette série. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant, effectivement. Donc ça, c'est le petit plus de cette série. Alors bon, moi je vous cache pas, j'ai préféré la série sur Netflix. Je regrette pas d'avoir découvert donc l'origine finalement de cette série, mais bon, je suis pas une adepte des bandes dessinées comics. C'est quand même assez particulier les bandes dessinées comics. Donc bon, voilà, c'est un peu. Bon, le graphisme me gêne pas en tant que tel. Hein, ouais, je sais pas. C'est un univers aussi qui est assez particulier. Et autant c'est un univers que j'aime suivre quand c'est en film, hein, voilà.
autant dans une bande dessinée, il y a tellement de détails et de choses, des fois, moi, je me perds un peu quand même. Je me perds vite dans ce genre de BD, en fait. Mais j'ai bien aimé, hein. J'ai bien aimé, mais je préfère la série sur Netflix. Voilà, donc c'est Umbrella Academy, voilà, édité chez Delcourt, et on a 3 tomes. Je vais vous parler d'un roman dans lequel je me suis noyée. Mais c'est plutôt positif, en fait, ce que je suis en train de vous dire. Ça s'appelle Mer morte. Alors, se noyer dans une mer morte, dans celle-ci, croyez-moi, c'est plutôt terrible, parce que c'est plein de souffrance. Mer morte, c'est donc un roman écrit par Aurélie Wallenstein, qui est édité chez Scrinéo, avec une couverture absolument magnifique. Moi, j'aime beaucoup cette couverture. Ce dauphin, là, spectral, comme ça. C'est beau. Alors, l'histoire, c'est les mers, les océans, ils ont disparu de notre planète. Il n'y en a plus du tout. Donc, il n'y a plus d'eau. Tous les animaux marins sont morts. Ça a été dévasté. Il reste encore quelques êtres humains qui tentent de survivre à cet apocalypse. Et alors, cette survivance va être très compliquée parce qu'en fait, les mers sont mortes, mais les marées existent encore, ce qu'on appelle des marées fantômes. Et donc, dans ces marées fantômes qui vont venir déferler sur le monde, alors elles arrivent, elles montent, et après elles repartent. Puis la marée qui monte, elle peut durer longtemps ou pas trop, on ne sait pas. Donc ces marées qui montent là, elles amènent avec elles des spectres, des fantômes, et les spectres bien évidemment des animaux marins. Des dauphins, des requins, des hippocampes, des pieuvres, des méduses, enfin voilà. Et le souci, c'est que ces spectres-là, ils viennent pour se venger, et s'ils vous traversent le corps, ils vous tuent, quoi. Donc, ils sont dangereux, en plus, ils peuvent avaler vos âmes, hein, prendre vos âmes, vous dévorer l'âme, et vous mourrez, quoi. De toute façon, s'ils vous traversent, ils vous dévorent l'âme, vous mourrez directement, ou ils vous dévorent une partie d'âme, et là, vous devenez à moitié fou. Enfin, c'est terrible, quoi. C'est une vengeance terrible. Et donc, dans cet univers-là, on va avoir un jeune homme qui s'appelle Oural. Et Oural, il a un pouvoir spécial, c'est ce qu'on appelle un exorciste. Et en fait, quand ces marées montent, cet exorciste-là, il a le pouvoir de protéger, comme de mettre une espèce de bouclier autour des êtres humains qui sont avec lui, pour les protéger de ces fantômes, pour les repousser, et lui-même peut réussir à les repousser. Donc, il fait partie d'un bastion, hein, un endroit où il y a des êtres humains. Il a un garde-corps avec lui, et dès qu'il sent que la marée va monter, parce qu'il est un des premiers à le sentir, c'est son pouvoir, il va installer une protection et tout. Et évidemment, c'est quelqu'un qui est adulé dans sa communauté parce qu'il a un pouvoir, le pouvoir de survie de la communauté. Donc du coup, voilà. Sauf que, dès le départ de cette histoire, Oural va être kidnappé par un pirate. Un pirate qui a un bateau qui voyage sur les mers mortes, donc sur les marées plutôt, sur ces marées, et effectivement, quand la marée se retire, il voyage plus. La marée revient, il peut voyager. Enfin, vous voyez, assez spécial. Donc, il a un projet, ce pirate-là. Il est terrible, bien évidemment. Hein, il est dangereux. Et il kidnappe Oural. Et là, on va partir dans une histoire incroyable pour découvrir l'objectif de ce pirate et le lien qui va unir ce pirate à cet exorciste, à toute l'équipe aussi du pirate, hein, toute cette compagnie là qui est là. Et il va y avoir un voyage forcé à travers ces mers mortes qui va se faire, et on va aller de marée en marée pour découvrir un petit peu l'objectif que veut atteindre ce pirate. Alors, c'est formidable bien écrit, enfin, c'est Aurélie Wallenstein, moi j'aime beaucoup Aurélie Wallenstein, mais c'est une histoire très sombre. On se rend compte qu'effectivement Aurélie Wallenstein, alors j'ai discuté avec elle aux Imaginales, elle est vraiment très très pessimiste. Hein, dans ce roman, ça se ressent, c'est énorme. Elle est pessimiste sur la nature humaine, et ce que je peux largement comprendre. Moi-même, j'ai quelques doutes sur notre avenir et sur ce qu'on va en faire, et sur l'humanité en général, en fait. Et donc je partage totalement ses visions, et je comprends totalement pourquoi elle prend la plume de cette façon-là. C'est vraiment très très bien fait. Comme c'est pas très optimiste, faut pas être trop dépressif pour le lire, c'est sûr. Mais c'est bien écrit, c'est une belle histoire, c'est un imaginaire assez incroyable. Enfin ça,
voilà, c'est Henry Wallenstein, elle nous promène toujours dans un univers incroyable. Alors, par contre, j'étais assez surprise parce que, si vous vous souvenez, je vous ai parlé d'un de ces romans qui s'appelait Yardam, déjà, où c'est une sorte de... un être qui va aussi asperger l'âme de ses victimes. Aspirer l'âme de ses victimes. Et ici, ce sont les fantômes qui aspirent aussi l'âme de leurs victimes. Alors, je lui ai demandé si elle n'avait pas un souci avec les âmes et... La voleuse d'âme, là, hein, je crois. Henry Wallenstein, c'est une voleuse d'âme, je crois. Je crois qu'elle confirme une fois de plus. Je ne sais pas si dans son prochain... Enfin, apparemment, c'est pas le thème, là, d'après ce qu'elle m'a dit, mais c'est assez amusant de voir ce truc récurrent, là, cette mécanique, si je puis dire, même si on ne parle pas de jeux de société, qu'on parle de livres, mais il y a comme une mécanique récurrente, là, sur ces 2 livres-là, en tout cas. Donc voilà, mais ça marche très bien, hein, voilà, il est très très bien fait. Je ne sais pas si je vous ai tout dit sur ce roman. Sur les personnages, alors tantôt, ces personnages m'ont agacé, et à d'autres moments, j'ai adoré. Donc voilà, ils sont assez complexes finalement. La psychologie est assez profonde, c'est bien travaillé. Moi j'aime beaucoup, hein, surtout Oural, le pirate, etc. Je trouve que c'est assez travaillé. Donc du coup, le fait d'osciller aussi un petit peu entre, à un moment donné, il y a du courage qui est là, à un autre moment, il y a une faiblesse qui est vraiment profonde. Donc du coup, oui, j'ai bien aimé ce petit balancement-là dans les personnages. Et puis bon, après, voilà, le peu d'espoir. C'est vrai que quand on lit ce livre-là, on se demande comment ça va se terminer parce qu'on ne voit pas. On voit pas de solution miracle, on voit pas de solution et on n'a pas beaucoup d'espoir. Donc du coup, c'est flippant, quoi. C'est très angoissant, vraiment. Et puis j'espère que c'est pas une prophétie parce que quand on voit ce qui se passe à l'heure actuelle avec nos océans, que ce soit la surpêche ou les plastiques qu'on retrouve partout, hein, le 7e continent, hein, oui, ben voilà, on est un petit peu dans on est peut-être un petit peu sur ce chemin-là. Donc c'est terrible. Voilà, c'est terrible et ça fait peur. En tout cas, je vous le conseille. Si vous avez envie de lire quelque chose de post-apocalyptique sur l'écologie bien évidemment, sur les conséquences de ce que l'homme peut faire à la nature et en particulier à ses mers et à sa faune marine, voilà, je vous le conseille. Ça s'appelle Mer morte d'Henry Wallenstein, édité chez Scrigner. Alors là, je vais vous parler du dernier roman de Florian Soulas qui s'appelle Les Oubliés de Lama. Alors Florian Soulas, j'ai donc rencontré aux Imaginales au mois d'octobre là, et j'étais ravie de la voir pour lui parler de son roman, d'autant que quand il y a eu les Imaginales, son roman finalement n'était pas encore sorti. Alors il était en vente aux Imaginales un petit peu en avant-première. Et moi, j'ai eu la chance de l'avoir par Babelio, donc je remercie Babelio et les éditions Scrinéo SF parce que ils m'ont offert pour pouvoir faire une critique. Donc j'ai fait ma critique sur Babelio il y a déjà un petit bout de temps maintenant, hein, mais j'avais pas encore fait ma vidéo, donc j'y suis. Et ce que je peux vous en dire, c'est que si vous aimez la science-fiction, alors moi je suis pas une grande férue de science-fiction, donc je ne suis pas une spécialiste de la science-fiction. Je ne pourrais pas vous dire si ce roman-là correspond à ce qu'on peut attendre d'un truc science-fiction, vraiment avec ses codes, etc. Parce que je ne les connais pas particulièrement. Pour moi, la science-fiction, c'est une aventure qui se passe dans l'univers, avec... on parle de planètes, on parle de vaisseaux spatiaux, on parle de quêtes, on parle d'une aventure voilà, qui est interstellaire, etc. Donc ça répond complètement à ça. Pour moi. Donc c'est une histoire où une jeune femme va se retrouver autour de Jupiter, qui est une planète en fait inaccessible. C'est-à-dire que toutes les planètes ont été colonisées par les humains, et donc l'humanité ayant colonisé toutes les planètes, on peut aller se balader de planète en planète, sauf une, c'est Jupiter. Impossible d'approcher Jupiter en fait. C'est pas possible. À cause de son magnétisme, c'est très bien expliqué dans le roman, on ne peut pas approcher Jupiter. Et même pire, tous ceux qui ont essayé d'aborder Jupiter ont été soit complètement disparus, soit il y a des choses qui ont été expulsées de Jupiter
au travers de tempêtes magnétiques, enfin, on ne sait pas quoi. Et il y a donc des débris autour de Jupiter, de ce que Jupiter rejette de sa planète. Et c'est ce qui fait, en fait, ces débris-là, c'est ce qu'on appelle l'amas, qui donc tourne autour de Jupiter, et là, et par la même occasion, puisqu'il y a un amas ici, toute l'humanité a décidé de faire en sorte que cet amas-là, ce soit une déchetterie, finalement, plus ou moins, de vieux vaisseaux spatiaux, etc. Tout ce qui peut traîner voilà, dans l'univers, on l'amène l'amas sur là-bas. Et donc, sur l'amas, il y a des équipes qui sont là, qui sont chargées de souder ensemble tous ces rejets, là, tous ces déchets. Et puis, en fait, il y a une communauté qui vit sur l'amas, alors un peuple, carrément, une communauté, alors plus ou moins. En tout cas, il y a des gens qui vivent sur l'amas. Alors, entre ces gens qui travaillent pour les déchets, mais aussi dans d'autres choses, d'autres métiers, etc. Parce qu'en fait, il faut bien faire vivre ces gens-là et organiser la vie dans ces déchets, dans ces restants de vaisseaux spatiaux, etc. Et l'intérêt de l'amas, finalement, pour certains humains, c'est de pouvoir se faire oublier. Hein. Donc, il y a beaucoup de personnes peu recommandables, finalement, qui se trouvent sur l'amas. Et puis, il y a on peut trouver un peu tout et n'importe quoi, bien évidemment. Il n'y a pas vraiment de police. Hein. Chacun fait un peu sa petite vie, là, comme il l'entend. Et puis, il y a des paris. Des paris sur des courses de vaisseaux spatiaux extrêmement dangereux, puisqu'ils se situent près de Jupiter, donc près des tempêtes de Jupiter. Donc, du coup, c'est des choses qui sont pas très honnêtes, pas très autorisées. Donc dans Les Oubliés de l'amas, on va avoir une jeune fille qui s'appelle Kate, qui est physicienne et qui va vouloir se faire oublier un temps. En fait, elle est en fuite et elle décide d'aller sur l'amas. Alors elle a une autre raison pour aller sur l'amas, c'est qu'elle recherche son frère qui a disparu depuis 2 ans et qu'elle a de fortes présomptions de penser qu'il se situe sur l'amas et donc qu'elle va être à sa recherche. Alors au départ, Kate, on la découvre faire partie de l'équipe qui va pour souder les nouveaux vaisseaux spatiaux, etc. Et lors d'une sortie, pour ça, parce que forcément ils sont obligés de sortir dans l'espace et tout, il va y avoir un accident et qui va faire commencer à dérouler l'histoire. En fait, hein. Elle va partir sur quelque chose qui va lui permettre justement de trouver des pistes pour retrouver son frère. Alors elle va se faire aider d'une mystérieuse mécanicienne qui s'appelle Jasp et qui va l'aider finalement à intégrer le circuit des courses de vaisseaux spatiaux parce que c'est là que Kate pense trouver des informations sur son frère puisqu'elle sait qu'il est passionné de ce genre de course et il a été aussi passionné de ce qui se passe de cette planète Jupiter et du fait que personne ne peut l'aborder. Donc elle a quelques pistes pour essayer de retrouver son frère et grâce à Jasp, elle va trouver. Alors on va découvrir le monde de l'amas. Et là c'est bien trouvé parce qu'en fait, Floriane Soulas, elle va vraiment recréer un univers sur l'amas et on va se promener dans cet univers. Hein. Donc l'amas, il y a différents secteurs, des secteurs qui sont habités avec de l'air recyclé, etc. Puis il y a des secteurs où il n'y a pas d'air du tout. Donc si on va dans ces secteurs-là, on a intérêt à avoir ce qu'il faut pour pouvoir les traverser. Déjà. Et puis, il y a une espèce de marché souterrain, enfin, il y a des communautés, enfin, il y a tout un tas de choses qui vivent là-dessus, et peut-être même des êtres dont on ne s'attend pas. Voilà, il y a plein de coins mystérieux sur cet amas, donc il y a profusion pour l'imagination, vous imaginez bien, sans vouloir... que c'est riche de choses assez incroyables. Alors après, on y croit pas, mais bon. C'est de la science-fiction, hein, donc forcément, il faut être ouvert à tout. Maintenant, il y a aussi un côté scientifique qui est très développé, ici par Floriane Soulas. Alors, je vous dis tout de suite, moi, j'ai pas été voir si ce qui était développé d'un point de vue scientifique était vrai. C'est très lourd en tout cas pour moi, je suis pas une scientifique, ma logique est quand même assez poussée mais pas autant, donc il y a certains moments où j'ai trouvé que c'était un peu lourd, mais voilà, ça fait partie de l'histoire, ça ne m'a pas empêché d'apprécier cette histoire-là, de bien aimer le personnage de Kate, parce que j'ai trouvé que le personnage était vraiment bien développé,
quête aussi bien que Jaspe. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le personnage de Jaspe, pour qui on va apprendre quelque chose d'assez important à un moment donné. Et paradoxalement, une fois qu'on a appris ça, j'ai trouvé que son personnage était moins bien. J'ai trouvé que c'était le caractère, son caractère, je trouve, change, et j'ai moins apprécié son caractère. Voilà. Mais bon, peu importe, c'est voilà, c'est l'histoire qui fait que. Alors après, je vous raconte pas la fin, mais j'étais un peu surprise par la fin aussi. Bon, tant pis, voilà, c'est la fin qu'a choisi Florian Soulas. C'est peut-être pas celle que j'aurais choisie. Une histoire de génération, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était intéressant. Voilà, c'est une aventure palpitante. C'est de la fiction. On est dans ben voilà, il y a une quête, il y a une recherche, il y a un mystère à exploiter, le mystère de cette planète qui semble envoyer plus ou moins des messages, on ne sait pas trop. Enfin, il y a une bonne intrigue, hein. Voilà, si vous voulez une aventure donc science-fiction, partir un petit peu dans un voyage interstellaire avec une jeune fille qui a un caractère ben bien trempé, oui, c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup le caractère de Kate. Eh bien voilà, je vous conseille de lire Les Oubliés de Lama de Florian Soulas, édité chez Scrinéo. Le tome 2 de Tim Saylor, qui s'appelle Les Alchimistes. Alors voilà, on va retrouver à nouveau l'équipage de l'héliotrope avec la jeune fille qui s'appelle Prudence, qui s'est fait kidnapper, je vous rappelle, dans le tome 1 par l'équipage de l'héliotrope, des espèces de pirates de l'air, hein, puisque là on est dans des cités qui sont suspendues en l'air, hein, avec la terre en bas, voilà, le monde du terre bas, et puis quand même des îlots qui sont éparpillés dans l'espace. On a beaucoup voyagé dans ces différents univers dans le premier tome. Et là, eh bien, à la fin du premier tome, on découvre le monde des alchimistes, hein, puisqu'on cherche un petit peu, c'est un peu le premier tome, hein, on cherche un petit peu la cité des alchimistes. Et donc on va s'en rapprocher, on va découvrir des choses, là, beaucoup de réponses dans ce tome-là, mais en même temps, ce tome-là n'est pas suffisant. Moi j'attends le tome 3 parce qu'il manque plein de choses. Dans le tome 2, on est plus dans une quête. En fait, on va essayer de retrouver des alchimistes. Alors je vous en dis pas plus, mais l'équipage de l'héliotrope va se retrouver divisé pour aller chercher des alchimistes qui se connaissent pas, puisqu'ils ne savent pas qu'ils sont alchimistes eux-mêmes. Et puis, il faut les retrouver, en fait, pour conjurer une espèce de prophétie mauvaise, quoi, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors, c'est pas très net, tout ça. Hein, tout va s'éclaircir, je pense, avec le 3e tome. Mais du coup, on va suivre plusieurs aventures, plusieurs périples. Et ben voilà, c'est mené, là aussi, tambour battant, par donc Ellie S. Green. Voilà, c'est Ellie S. Green qui a écrit cette histoire-là. C'est génial, quoi. Moi, je trouve ça génial. C'est de la piraterie, c'est dynamique, il y a de l'action, on s'ennuie pas une seule seconde, il y a de la magie, il y a du fantastique, il y a des personnages hauts en couleur, et puis qui sont... Enfin, moi, j'adore quoi, ces personnages-là, je trouve qu'ils sont tellement bien écrits, il y en a tellement différents. Il y a plein de choses, quoi. Moi, j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup, c'est un livre... Alors, j'ai mis beaucoup de jours à le lire, mais c'est pas à cause du roman, c'est juste parce que j'ai comme eu une petite panne de lecture, je sais pas, j'arrivais plus à me mettre dans un roman, etc. Et ça vient pas du livre, parce que le livre, il est excellent. Ouais, voilà, c'est le tome 2. Alors si vous avez lu le tome 1, allez-y, hein, n'hésitez pas à aller chercher le tome 2. De toute façon, je pense que j'ai même pas besoin de vous le dire. Soit vous avez pas aimé du tout, soit vous avez adoré et vous avez déjà le tome 2. Et puis pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1, allez le chercher et pensez au tome 2 par la même occasion, puisqu'il est déjà là. C'est absolument fascinant. Moi, j'adore ce monde-là, j'adore cet univers. Alors, c'est pour la jeunesse, hein, une fois de plus, mais moi, je m'en fous. Je suis jeune, moi, depuis plus longtemps que les autres, mais je suis jeune. Et j'adore le style d'Ellie S. Green. Voilà, c'est Tim Saylor, le tome 2, Les Alchimistes. Je vais vous parler maintenant de ce roman qui est un tome 1, le tome 1 de la trilogie de la poussière et qui s'appelle La Belle Sauvage. Il est écrit par Philippe Pullman, il est édité chez Gallimard Jeunesse. Alors,
La trilogie de la poussière, c'est ce qui s'est passé avant la trilogie La Croisée des mondes. Si vous avez connu La Croisée des mondes, avec ces personnages de Lyra, la jeune fille qui va donc avoir une épopée extraordinaire, un périple extraordinaire, et donc qui est la fille de Madame Coulder et de Lord Asriel, eh bien vous allez retrouver ces personnages-là ici dans La Belle Sauvage. Sauf qu'ici, Lyra est encore un bébé, et elle a été placée chez des religieuses. Alors nous, quand on a lu La Croisée des mondes, on se souvient qu'elle a fait son enfance au Jordan College. Donc ici, on va voir un petit peu le passage de cette communauté religieuse où elle a été placée et pourquoi elle y a été placée. Enfin, pourquoi? Presque pourquoi, on ne sait pas trop. Hein, ça commence un petit peu à se mettre en place. Et comment elle est arrivée au Jordan College. Et pour ça, on va avoir un personnage qui va arriver et qui s'appelle Malcolm. Il a 11 ans. Et Malcolm, il vit dans une auberge, il est fils d'aubergiste en fait, hein, il aide ses parents à l'auberge, et il voit beaucoup de visiteurs, etc. Et il va découvrir qu'il y a un bébé qui est protégé dans les maisons religieuses qui se situent juste en face de chez lui, de son auberge. Il connaît bien d'ailleurs les religieuses, puisqu'il va régulièrement leur rendre visite pour les aider, etc. Et ce bébé va avoir quelque chose de spécial, parce qu'en fait, il va attirer du monde, pas forcément des gens bien. Et il va décider de protéger ce bébé. Alors toute la première partie dans le roman, ça va être un peu la mise en place de tout ça. Donc c'est assez long quand même. Parce que on va avoir ces personnages qui vont s'installer, des petites bribes de choses qui vont nous rappeler la Croisée des mondes, notamment par l'intervention de certains personnages qu'on a déjà vus dans la Croisée des mondes. Et puis on va découvrir l'univers de Malcolm, ses parents, les gens qui tournent autour de lui. Et puis on va retrouver la fameuse entité scientifique, religieuse, qu'on appelle... on va retrouver le Magisterium. Oui, le Magisterium, vous savez, c'est la communauté religieuse qui est très importante, c'est eux qui font pratiquement toutes les lois, etc. Et leur esprit très malsain, très perverse, en fait, pour soumettre un petit peu les gens à une espèce de dénonciation, et même les enfants, enfin vous allez voir, c'est assez terrible. C'est bien trouvé, sachant que dans notre société, des fois, on n'est pas très loin de ça. Donc voilà, j'ai bien aimé. Et on va voir aussi l'autre côté, c'est-à-dire les scientifiques qui, eux, essayent de sortir un petit peu du lot et d'essayer de trouver des explications à la poussière, à la matière, etc. et qui va à l'encontre, bien évidemment, des idées religieuses. Donc on est dans cette guéguerre, hein, toujours, voilà, tout va être un petit peu exposé en première partie. Et en deuxième partie, par contre, on va être dans un périple, puisque Malcolm va tenter de protéger donc cette petite Lyra, et va se sauver avec elle sur son bateau, qui s'appelle donc la Belle Sauvage, un petit canoë de fortune, pour la sauver. Hein, voilà, et il y aura du monde à sa poursuite, bien évidemment, des gentils ou des méchants. Et il va lui arriver tout un tas de choses, quoi. Et ça va être mené tambour battant par l'écriture donc de Philippe Pullman. Moi, j'aime beaucoup son écriture. Je trouve qu'il écrit bien. Voilà, c'est un conte, hein, c'est une histoire. On rentre vite dans l'histoire. On est vite dans les flots avec ce gamin. On est dans cette taverne. On est dans cette communauté religieuse. Enfin voilà, on partage vraiment tout avec eux. J'ai bien aimé. Donc voilà, c'est une histoire alors à suivre. Hein, je vais devoir suivre cette histoire. Petit à petit, mais voilà, c'est du fantastique, c'est un conte, c'est bien écrit, voilà, c'est pour les ados, alors voilà, c'est pas marqué que c'est pour les ados, si c'est c'est pour les ados, je vous le recommande, voilà, si vous savez pas quoi lire, un bon gros pavé là comme ça, hein, pas mal, sachant que c'est que le premier, mais bon, si vous n'avez pas lu La Croisée des mondes, lisez La Croisée des mondes aussi, hein, c'est... super. Alors ils le font en intégrale, hein. Allez-y, j'ai adoré. Et là on retrouve les mêmes personnages, la même écriture fluide. Bon voilà, ça marche, ça va tout seul. Hein. Philippe Pullman, La Belle Sauvage, la trilogie de la poussière, le tome 1. Je vais vous parler à nouveau d'une bande dessinée, un graphique, qui s'appelle donc Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. Voilà, qui est édité chez Glénat. Alors Timothée Le Boucher, j'avais déjà lu un autre de ses romans qu'il a écrit après, d'après ce que j'ai vu, qui s'appelle Le Patient, un thriller psychologique, j'avais adoré, je vous en parlerai peut-être un jour, aussi par vidéo, je l'ai lu il y a très longtemps, donc si je m'amuse à le relire, je vous en parlerai.
Ici, séjours qui disparaissent. Alors, Timothée le boucher, il aime bien tout ce qui est un petit peu d'ordre médical et psychologique. Donc, on va être encore dans cet ordre-là, ici, dans le thème de cette histoire. Avant de vous parler du thème de l'histoire, juste vous parler, moi, ce que j'aime aussi chez Timothée le boucher, c'est les couleurs qu'il utilise dans ses BD. C'est des couleurs assez... je sais pas, il y a un petit côté pastel dedans, assez doux, des couleurs douces, des couleurs voilà, qui sont assez... elles sont pas criardes, quoi, contrairement à Umbrella Academy, par exemple, dont je vous parle avant ou après, je sais pas comment je vais faire le montage, donc, enfin, c'est pas moi qui le fais, mais voilà, et en tout cas, ici, on a des couleurs douces, et moi, j'aime beaucoup, mais alors c'est assez paradoxal parce que l'histoire, elle est loin d'être douce, elle. Dans cette histoire, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Lubin, qui est une sorte d'artiste de cirque, en fait. Hein. Il fait des acrobaties, etc. Il est jeune, bien dans sa peau, et il vit, quand on est intermittent du spectacle, c'est toujours un petit peu compliqué, hein. Les fins de mois sont difficiles, etc. Mais sa vie lui plaît, il est passionné, etc. Et il sait un petit peu, quand on est artiste, hein, on est un petit peu plutôt dans le monde de la créativité, on n'est pas très rigoureux, hein, voilà. Et un jour, il se réveille et il se rend compte qu'il a perdu 24 heures. En fait, il pense se réveiller, alors je ne sais plus quel jour c'est, hein, un dimanche ou un lundi, et en fait, non, il se réveille 24 heures plus tard. Donc il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et ça va se répéter, et au bout d'un moment, il va se rendre compte qu'en fait, il n'est pas resté endormi. En fait, il était bel et bien réveillé, mais avec une autre personnalité. C'est comme si son corps possédait deux personnalités. Et alors, à partir de ce moment-là, il va vivre quelque chose d'un petit peu incroyable, puisqu'il ne va absolument pas se souvenir de ce qui se passe, mais il va perdre du temps au profit d'une autre personnalité qui, lui, va avoir fait des choses aussi et des actions qui forcément vont avoir une répercussion sur la vie de Lubin. Le premier Lubin, si je puis dire, parce qu'on va avoir le premier Lubin et le deuxième Lubin. Donc c'est absolument extraordinaire. Alors, c'est pas du fantastique, hein. C'est une histoire de double personnalité, en fait, de multiples personnalités, une sorte de schizophrénie, on sait pas trop, enfin bref. Et c'est vraiment très intéressant. Alors c'est très sombre, paradoxalement en couleur, hein. C'est quand même assez sombre comme histoire, c'est très angoissant. Au début, j'ai développé beaucoup d'empathie pour Lubin. J'avais envie qu'il retrouve sa vie, qu'il se fasse soigner, qu'il puisse remaîtriser ses jours, ses nuits, ses heures, son temps et sa présence. Et en fait, au fur et à mesure, je vous raconte pas l'histoire, mais c'est compliqué. Et finalement, le deuxième Lubin qui intervient et qu'on va découvrir un petit peu, même si on sent que l'auteur est beaucoup plus attaché au premier Lubin, ça va nous mettre une espèce de... Enfin, moi, j'ai ressenti une espèce de malaise, en fait. Je savais plus lequel des deux, entre guillemets, méritait d'exister. Donc, ça devient très compliqué. Et ouais, en lisant l'histoire, j'étais un petit peu mal, quoi, à me dire, mais qui a le droit d'exister? Est-ce qu'il y a une solution? Et puis surtout, le problème, c'est que le temps, il avance, et qu'une journée, une semaine, un mois, une année, enfin, on va avancer dans le temps avec ce problème-là, et tout ce qui sera passé sera perdu. Et ça, j'aime beaucoup, parce que dans cette BD, on va se rendre compte que le temps passe inexorablement, et qu'on ne pourra pas le rattraper. On ne pourra rien rattraper de ce qui s'est passé. Donc, waouh, voilà, ça c'est un des sujets aussi de Timothée Boucher, c'est le temps, quoi. Le temps, la maîtrise qu'on a sur le temps et ce qu'on fait de son temps. Donc, je l'ai trouvée très forte. Franchement, cette BD, elle est vraiment très très forte sur, sur soi aussi, hein, sur ce que l'on vit, sur qui l'on est, sur ce qu'on assume ou pas, et puis sur le temps qui passe et ce qu'on fait de son temps. Donc, si vous la connaissez pas, moi je vous la conseille. Donc, ça s'appelle Séjours qui disparaissent, édité chez Glénat. C'est de Timothée le Boucher. C'est à lire, à découvrir. Ah, vous avez terminé le visionnage? Bien.
cette mise en scène. Non mais, franchement. Non mais je trouve ça drôle. C'est bête, hein. Bon, allez. Écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Laissez-moi un message, un commentaire en dessous, là, voilà, pour me dire si vous avez apprécié cette vidéo ou ce morceau de vidéo que vous avez regardé, si vous avez regardé qu'un ou deux livres. En attendant, eh ben voilà, moi je vous retrouve, si tout va bien, le mois prochain. Si tout va bien avant, avec le tag qui m'avait été... l'idée qui m'avait été donnée par Caroline, que je trouve une excellente idée, pourquoi pas. Et puis sinon, bah, en attendant, je vous dis bonne lecture, bon voyage livresque, et à bientôt. Ciao!